Au sommaire aujourd'hui, en cette 62e épisode, de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, le mois de l'histoire des personnes noires dans un contexte queer. 2 entrevues très intéressantes à ce sujet. Éviter les problèmes de facturation à l'achat de médicaments, ça peut être très coûteux pour les patients et patientes, surtout ceux et celles qui doivent prendre des médicaments très chers. Je pense à tous ceux qui prennent des médicaments ou tous ceux qui prennent des médicaments contre le VIH. Et puis, désirer autrement et la complicité des fjords. Ce sont les titres discutés à la chronique Lire c'est queer. L'heure où l'arc-en-ciel se lève en ce lundi 5 février 2024, fier de souligner le mois de l'histoire des personnes noires. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Eh bien, je dis bien l'histoire des personnes noires. Je trouve ça important parce que beaucoup de gens associent cette connotation-là. Parfois, ça peut être un peu raciste. Je préfère utiliser que la personne, elle est de couleur noire, si on peut se dire, génétiquement parlant. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut. Et comme ça, je pense qu'on identifie la personne d'abord et avant tout comme étant une personne. Alors, je vous ai dit qu'à l'émission, on utilise le plus possible le langage non genré, le langage non opprimant. Alors, c'est une façon de le faire. Je voulais donc vous dire qu'on parle de l'histoire des personnes noires. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Bien, vous sachez que dans les expéditions de Pierre Dugas, sieur des Monts, ça vous dit peut-être quelque chose, c'était la personne qui organisait l'expédition, mais la grande star, c'était Samuel de Champlain qui était à bord. Eh bien, sachez qu'avec eux, il y avait une personne noire, Mathieu d'Acosta. Puis d'ailleurs, on croit même qu'il était queer. Ça, c'est pas encore démontré, mais selon certaines personnes, il aurait été queer aussi. Donc, on date d'il y a longtemps. Alors, je vous rappelle que chaque février, car même si le Poste Canada a fait en 2017 un timbre à l'effigie donc de ce Mathieu d'Acosta, bien, je le rappelle parce que des fois, les gens pensent qu'on a les personnes noires, c'est l'immigration récente. Non, c'était là bien au départ du Canada. Alors, en ce mois de l'histoire des personnes noires 2024, il y a des réalités donc pour les personnes noires et qui sont queer. Et j'ai pensé réinviter une personne que j'aime beaucoup, Chloé Saint-Esprit. Salut Chloé! Allô Denis! Alors Chloé est diplômée en administration, communication et négociation à Paris, ancienne artiste en danse et entrepreneur culturel, finissante du DESS en gestion au HEC de Montréal. Chloé est stratège en équité, diversité et inclusion, EDI. C'est important ces personnes-là parce qu'elles nous aident beaucoup à voir ce qu'on oublie dans l'inclusion, dans l'équité et la diversité. Et elle a une solide expérience dans la gestion de projet, que ce soit en management au Canada, en France et même au Cameroun. Wow! Oui. Alors, bienvenue à l'émission. Merci Et on utilise toujours les pronoms IL, absolument. Et les accords féminins où on se promène d'un à l'autre, c'est ça? En fait, on peut garder le conférencier, conférencière, par exemple, Ouais. et YEL pour me nommer au troisième. Ouais. Je vais te demander d'approcher du micro. Bien sûr, Oui, oui. Oui, voilà. Alors, c'est quoi ce fameux mois de l'histoire des Noirs? Commençons là. Alors, déjà, on va rentrer un petit peu. Déjà, je voulais souligner une chose. Merci de personnaliser, en fait, les communautés en disant personnes noires et non pas la communauté. On pourrait même dire les communautés noires. Donc, je voulais juste souligner ça. Puis, on ne peut pas parler du mois de l'histoire des Noirs sans parler d'histoire, je pense, en fait, aujourd'hui, parce qu'il y a un long processus qui s'est mis derrière et pourquoi aujourd'hui ça rayonne. Tout simplement, avant de commencer, j'aimerais juste souligner quand même le décès de Dexter Scott King, qui est le fils de Martin Luther King, Oui. en début d'année 2024. Donc, de ce contexte-là, je trouvais que c'était approprié. Puis, en fait, le mois de l'histoire des Noirs, c'est tout simplement pour reconnaître que les communautés ou les personnes issues des communautés noires ont contribué, en fait, à l'histoire du Canada, à l'histoire des États-Unis. Et même l'ONU, en fait, a reconnu une journée internationale des personnes d'origine afrodescendante, juste pour reconnaître leur contribution, en fait, dans l'histoire telle qu'elle est aujourd'hui. Mais il y a une petite histoire, parce que tu as parlé justement de M. d'Acosta. Oui. En fait, il y a quand même un contexte, ça vient des États-Unis, on ne va pas se le voiler. Étant donné qu'on est à côté des États-Unis, le Canada et le Québec sont impactés un petit peu par ce qui se passe là-bas. Donc, ça commence en 1926. C'est l'Américain Carter J. Woodson
qui en fait instaure cette semaine. Au début, c'était une semaine, mais c'était bien sûr dans le milieu universitaire, parce qu'ils voulaient voir un petit peu plus de représentativité dans les manuels scolaires. Ouais. Suite à ça, ça a un peu migré justement vers le Canada. Et pourquoi aussi le choix du mois de février? Parce que justement, des personnes publiques et même politiques comme Frédéric Douglass, Abraham Lincoln, en fait, qui ont été des alliés aux causes noires, tout simplement. C'était leurs anniversaires, étaient en février, donc ça corrélait bien. Puis suite à ça, au Canada, il y a eu quand même l'Ontario Black History Society, qui a été fondée en 1978 et qui a un peu ramené ce projet-là au Canada. Et bien sûr, en 1995, Jean-Augustine, première Canadienne noire élue au Parlement, quand même 1995, elle avait officiellement adopté par la Chambre des communes, justement, qu'on instaure ce mois de l'histoire des Noirs ici. Puis il est vraiment célébré au Québec depuis 2007. Donc c'est encore très, très frais, très récent. D'accord. Et pourtant, nous avons d'importantes communautés noires au Québec, là. Parce que les gens associent beaucoup aux personnes haïtiennes, mais il y a des personnes d'un peu partout qui ont la peau plus foncée. Et voilà. Je pense qu'on va aller à la prochaine question. Pourquoi c'est important, Chloé, de faire connaître et de reconnaître la contribution des personnes afrodescendantes à l'histoire et à la culture du Canada? Parce que invisibiliser des personnes ou des personnes appartenant à une communauté, un peu comme avec les personnes autochtones, c'est comme nier un peu l'histoire, les effacer de l'histoire. Et donc, même au niveau identitaire, est-ce qu'elles arrivent à se retrouver après dans l'histoire telle qu'elle est aujourd'hui? C'est compliqué. Et en plus, quand il y a des obstacles systémiques qui sont nés de tout ça, ça complique un peu les choses. Donc, je pense que c'est un devoir en tant que pays qui a été colonisé de reconnaître toutes les personnes qui ont contribué, comme les vagues d'immigration, ça peut être les Irlandais, mais dans le cadre, en fait, des personnes autochtones et des personnes noires, tout simplement de se dire qu'elles ont contribué à le pays tel qu'il est aujourd'hui, et donc de les accepter, de les intégrer dans nos manuels, de les intégrer dans nos sphères de décision aussi. Là, je vais dire quelque chose que les gens vont peut-être être surpris d'apprendre, mais les communautés noires et autochtones ont été au premier plan dans l'histoire des mouvements des droits LGBTQ+. Puis il y a peu de gens qui le savent. Et en étant autocritique, est-ce qu'on peut dire finalement que de ne pas reconnaître ça se démontre qu'il y a peut-être un petit peu de racisme systémique dans nos communautés queer? Est-ce qu'on en parle? Oui. Donc, absolument. Ne serait-ce que, par exemple... c'est très délicat parce qu'il y a des associations qui œuvrent justement pour les droits LGBTQ+. Et ce qui est délicat, c'est qu'on oublie d'où viennent en fait les mouvements queer, d'où viennent. Et souvent, encore une fois, ça a été invisibilisé. Donc, c'est comme si on gardait une vérité cachée. Je vais prendre l'exemple justement de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Beaucoup d'associations ou d'organismes en parlent, mais on ne sait pas d'où ça vient réellement. Et figurez-vous que ça vient d'un chercheur qui s'appelle Louis George Tin, qui a créé, en fait, c'est un universitaire, il a créé cette journée, puis on se l'a réapproprié un peu. Donc, il faudrait juste rendre César ce qui est à César pour souligner qu'il y a encore des enjeux. Et donc, aujourd'hui, oui, il y a encore probablement du racisme systémique. Et quand on pense aux personnes gays ou aux personnes queer, aux personnes qui font partie des communautés LGBTQ2IAS+, on voit une personne, on le voit même quand on va à la Pride, souvent ce sont des personnes blanches qui sont sur ces chars et on a du mal en fait à se dire qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres réalités. Et quand on parle de personnes LGBTQ+, on devrait rajouter, tu sais, la couche intersectionnelle, le racisme, l'homophobie, etc. Donc, il faut faire un travail, je pense, dans nos communautés pour reconnaître, encore une fois, d'où viennent les mouvements queer, comme le Riot, excuse-moi. Oui, le Stonewall. Le Stonewall. Ben oui, j'allais justement poser la question. C'est ça où j'allais en venir. Oui. Stonewall, ben justement, on est dans cette dynamique-là. Justement, ça partait des communautés trans, afrodescendantes, et ça a dérivé tranquillement dans les communautés blanches. Alors finalement, ça nous amène à parler que les personnes noires sont toujours encore victimes de racisme et notamment de micro-agressions raciales. Et là, je sais, si j'étais à Québécois Radio, probablement je me ferais jeter dehors, mais en tout cas, on va le dire, des micro-agressions raciales. Comment les organisations peuvent-elles mettre fin à ces agressions que subissent leurs employés? Là, je m'adresse à la personne qui est en EDI. Absolument. Oui. C'est mon travail. Donc, en fait, c'est un processus. Souvent,
Je dirais que l'EDI, et je rajouterais même le EDIA pour accessibilité, Ah et je oui. rajouterais tu sais, la notion d'antiracisme et d'octonisation, qui sont deux concepts complètement Oui. différents. Donc, dans les organisations, c'est toujours complexe parce qu'on voit un peu le DIA comme une gestion de projet. Sauf qu'on est dans un changement de culture, on est dans la culture organisationnelle, donc il faut vraiment rassembler toutes les personnes. Donc, comment on peut faire? C'est tout simplement déjà de se poser la question et de faire un peu comme une réflexion stratégique en se disant pourquoi on veut le faire, qui est-ce qu'on veut inclure dans la réflexion, c'est quoi l'objectif long terme? Est-ce que c'est juste le recrutement? Mhm. Parce que souvent, dans les organisations, quelle que soit leur taille ou leur secteur, ce sont les RH qui se retrouvent avec ça sur les épaules. Mais il y a une responsabilité en termes de leadership aussi, dans la gouvernance, Ouais. de changer les mentalités. Donc, on peut faire des politiques parce qu'il y a la loi, on s'entend, il y a quand même une loi, la Commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse, la Charte des droits de la personne qui interdit et qui punit toute discrimination envers les personnes. Sauf que dans la réalité aussi, dans les organisations, comment on peut faire pour prolonger cette loi et notamment sensibiliser en fait toutes les personnes à tous les niveaux de l'entreprise ou de l'organisation pour justement éviter ces microagressions. Donc, on passe par une étape de sensibilisation. Après, on peut passer par je dirais des étapes un peu plus au niveau de l'équité salariale, les politiques en EDI, puis après un plan d'action. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais Absolument. heureusement, je pense qu'il y a de la bonne volonté. On va rester optimiste quand même. Mais j'aimerais terminer cette entrevue sur une question, parce qu'on l'entend souvent, cette question-là. Pourquoi vous avez encore besoin de la fierté? Pourquoi donc la présence d'un mois commémoratif? Je vais citer l'acteur Morgan Freeman, qui a déclaré dans une entrevue « Mais je ne veux pas d'un mois de l'histoire des Noirs. L'histoire des Noirs, c'est l'histoire américaine. » Est-ce qu'un mois de l'histoire des Noirs peut malheureusement favoriser peut-être l'exclusion plutôt que l'inclusion en disant ben là c'est le mois de l'année, on parle d'eux autres, puis après ça on n'en parle plus, genre? C'est justement ça, et c'est ça où il y a le rôle des institutions. Donc si je reprends un petit peu la question que tu as posée juste avant, parce qu'il y a quand même des chiffres qui sont frappants. Il y a un rapport de Randstad qui est sorti le 2 février 2023, ce qui est extrêmement récent, qui mentionne que la majorité, donc soit 77% des Canadiens racisés admettent s'attendre à faire part à de la discrimination au travail. Donc, cet enjeu-là, il est encore dans nos organisations. Et pour faire le lien avec Morgan Freeman, c'est là où il y a cette complexité, en tant qu'organisation, est-ce que tu te dois de souligner le mois de l'histoire des Noirs? Et si tu le fais, de quelle manière? Est-ce que tu investis les personnes ou tu impliques les personnes noires? Ou est-ce que tu prends ta responsabilité en tant que leader et allié pour organiser et reconnaître, sachant que c'est un long process et qu'il n'y a pas juste un mois? Il y a 12 mois dans une année. Donc, qu'est-ce que tu fais pendant les 12 mois en termes de promotion, d'avancement? Est-ce que ton leadership est diversifié, etc.? Donc, c'est plein d'actions à mettre. Un peu comme on reproche aux gens de faire du pinkwashing, ils mettent le petit drapeau de la fierté pendant le mois de la fierté, puis après ça, on n'entendra plus parler. J'ai juste quelques secondes qui restent, et je voudrais amener quelque chose. Que représente et signifie? Et là, c'est vraiment une grosse question, l'intersectionnalité. Hey, toi. Ouais. Intersectionnalité, est-ce que tu veux savoir c'est quoi, ou est-ce que tu veux que tes auditeurs, auditrices... une bonne idée de Une bonne idée de l'intersectionnalité. Pour faire sweet and short, en fait, l'intersectionnalité, c'est quand, par exemple, on est une personne racisée, donc on peut subir du racisme. Et ensuite, on est par exemple, une personne queer ou appartenant aux communautés LGBTQ+, on va subir de l'homophobie. Si on est une personne issue de l'immigration, en plus, on peut subir de la xénophobie. Donc, c'est toutes ces additions, en fait, d'oppression qui vont faire en sorte que l'intégration d'une personne en entreprise ou dans une organisation ou dans une structure va être beaucoup plus compliquée. Et ça explique pourquoi on doit parler de l'histoire, du mois de l'histoire des personnes noires dans nos communautés. Absolument. Parce qu'il y a vraiment de l'intersectionnalité et ça s'accumule. Absolument. Chloé, c'était un plaisir. Toujours un plaisir, Denis. Merci d'avoir été là. Chloé Sainte-Marie. Chloé Sainte-Marie, ça va bien. Chloé je chante pas. En bref. Maître Noël Saint-Pierre, expert en droit de l'immigration et militant dans la défense des droits humains, notamment les droits des minorités sexuelles, est décédé. Maître Saint-Pierre a contribué de façon notoire à l'avancée des communautés de LGBTQIA+, des dernières années. Il a été très actif dans la reconnaissance des conjoints de même sexe et a été impliqué dans le processus qui a mené à l'Union civile du Québec. Il a œuvré pour que l'orientation sexuelle et l'identité de genre soient mieux reconnues par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, où de nombreux demandeurs et de nombreuses demanderesses avaient du mal à faire reconnaître leur appartenance à un groupe particulier et discriminé dans leur pays. Source Fugue. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Bon, on va continuer ces conversations sur le mois de l'histoire des personnes noires. Le deuxième invité que je reçois aujourd'hui s'appelle Laurent Francis Ngoumou. C'est un expert en questions de droit d'asile. Il termine un doctorat en travail social à l'Université Laval, notamment sur l'intégration et l'intervention sociale dans un contexte de minorité sexuelle et aussi sur les politiques de migration internationale et de santé mentale. Écoute, je lisais son CV et je me disais, ça va me prendre à peu près toute l'émission pour en parler, mais je vais juste continuer puis on va aller à lui tout de suite. Camerounais d'origine, il poursuit donc ses études au Canada et s'implique dans plusieurs organisations d'aide aux personnes immigrantes et réfugiées, notamment au Conseil des agences de services aux immigrants de l'Ontario, comme intervenant psychosocial à Interling, chargé de recherche à l'Université de Montréal. Il est aussi engagé dans une myriade d'organisations queer pour les personnes immigrantes et les personnes noires. Misère, je l'ai dit, un CV comme ça, c'est une bonne douzaine de pages. Bienvenue à l'émission, Laurent Francis. Oui, merci beaucoup et à Chloé qui est partie tout à l'heure et merci beaucoup de m'accueillir dans votre émission. On est là pour bâtir un Canada multiculturel. On est là pour bâtir un Canada qui sera un exemple des pays à travers le monde, au fait. Ben justement, je pense qu'avec des personnes comme toi et Chloé, elle est encore en studio, Chloé, parce qu'elle voulait entendre l'entrevue. Fait que si jamais tu le permets, ça se peut qu'elle intervienne parce qu'elle m'a dit qu'elle t'aimait beaucoup. Euh, Oui, elle pourrait intervenir, pas de souci. alors, Laurent Francis, parce que c'est une tradition que lorsque nous avons une nouvelle personne à l'émission, on lui demande quels pronoms et quels accords on utilise avec toi. Ben, moi, j'utilise tous les prénoms, mais tu peux m'appeler il, elle ou ils. Moi, j'ai pas de problème avec. Moi, D'accord. j'ai pas de problème. Alors, commençons avec justement ce mois de l'histoire des personnes noires. Quelle importance ce mois devrait-il avoir pour les personnes noires et queer? Euh, l'importance, l'importance est pour moi, en tant que chercheur, l'importance est ce mois est de permettre de faire voir les recherches qui ont été faites jusque-là et où est-ce qu'est-ce que proposent les chercheurs noirs, QA, LGBTQ au fait aussi, en termes de solutions pour améliorer nos conditions de vie et pour améliorer aussi nos réalités sociales. Quelle perspective, donc, parce que moi, je me positionne beaucoup plus dans la recherche des solutions dans ma recherche, au fait. Et c'est pour cela que je pense que c'est ça que représente le mois de l'histoire de moi pour moi. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement le mois de février, mais pour tous les 365 jours de l'année. Tout à fait. Je vais quand même te demander, Laurent Francis, être une personne noire et queer en 2024 au Canada, c'est quoi cette réalité-là? Je te le demande encore en tant que chercheur, puis tu peux peut-être même mettre tes expériences personnelles si tu veux là-dedans. En tant que queer, en tant que queer personne noire en 2024 au Canada, euh, c'est un grand fardeau, en fait. C'est un grand fardeau. C'est accepter, c'est accepter que, il y aura des barrières qui vont se placer devant nous. C'est accepter que, le système en place n'est pas ouvert. C'est accepter que, on va devoir batailler. C'est accepter que on va devoir être puissant. C'est accepter qu'on va devoir, être plus intelligent et plus être confronté aux insultes tous les jours, au fait. Ce qu'on appelle les micros et peut-être même parfois des macro-agressions finalement. Oui, être une personne noire et queer aujourd'hui, ça veut dire que attendez-vous à vivre des actes xénophobes de la part des communautés noires, attendez-vous à vivre des actes de racisme des communautés blanches LGBTQ. C'est attendre que même l'Église vous rejette, c'est attendre vivre seul entre toutes ces deux communautés, au fait. Oui. Parce que je lui dis, pourquoi est-ce que je lui dis? Je lui dis souvent parce que de mon expérience et aussi de mes analyses en tant que chercheur, durant le mois de l'histoire des Noirs, euh, on n'appelle pas souvent les personnes noires queer à aller intervenir lors des conférences. Ben, c'est beaucoup plus, j'ai l'impression que durant le mois de l'histoire des Noirs, on est invisibilisé, mais les communautés noires deviennent subitement hétéronormatives, au fait. Oh. Donc, et les seules fois que j'ai été invité, il faut le dire, c'est dans les communautés blanches durant le mois de l'histoire des Noirs. C'est pas les communautés blanches, au fait.
On dirait que dans nos communautés, il y a encore beaucoup de tabous ici au Canada. Il y a Ben, encore beaucoup de tabous. J'ai vu la majorité des programmes. En aucun programme, j'ai vu parler des personnes intersectionnelles, personnes LGBTQI. On ne parle pas de ces personnes au sein de nos communautés. Et aussi, c'est cette invisibilisation-là qui continue de toutes parts, en fait, aussi. C'est attendre à mener un combat coriace, vraiment. wow, ça dit beaucoup de choses, hein, ça nous touche beaucoup. J'aimerais juste quand même, j'espère que nous ne sommes pas considérés comme une communauté blanche ici parce qu'on essaie vraiment de s'associer et d'ouvrir nos cœurs et nos portes et nos micros à tout le monde. Et, moi, je dois dire que Laurent Francis m'a contacté sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça génial. On a fait une entrevue il y a quelques semaines où on a parlé de l'équité dans l'emploi. Et c'est quelque chose qui le tient à cœur. Puis je pense qu'on pourrait peut-être justement aller plus précisément l'équité. C'est quoi la situation dans le domaine de l'emploi en ce qui concerne l'équité pour les personnes queer et noires? Laurent Francis, ça c'est ton domaine. Oui, l'équité aujourd'hui, si on parle de l'équité aujourd'hui au Canada, il faut aller dans l'histoire, au fait, déjà de connaître qu'au Canada, dans les années 1970 et 60, entre 1970 et 80, les syndicats, les groupes de femmes et les autres organisations étaient préoccupés par l'équité et les barrières qui empêchaient de nombreux Canadiens d'avoir ça à l'emploi. Et ces syndicats et ces femmes ont mis la pression au gouvernement, aux pressions sur les gouvernements fédéraux et provinciaux pour qu'ils prennent les mesures appropriées face à cela. C'est suite à ces pressions que, en 1986, le gouvernement fédéral crée une loi, met en place une loi sur l'équité en matière d'emploi. Et cette loi contenait quatre groupes de personnes: les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles. Et on s'est rendu compte donc ça veut dire que la loi, elle est là depuis 86. Et aujourd'hui, quand on fait les bilans en 2024, on se rend compte que beaucoup de groupes, plus particulièrement les personnes noires, queer, sont encore invisibilisées et ont encore des problèmes d'accès à l'emploi de nos jours. Et la question qu'on se pose, pourquoi est-ce que cela arrive de nos jours encore? Ben maintenant, lorsque j'irai regarder les données probantes, par exemple, on a, par exemple, Paul Haite qui a fait une étude sur le problème d'accès en 2012 pour les immigrants à l'emploi. Et il a démontré que les personnes immigrantes étaient discriminées à l'emploi. Si combien de fois les personnes immigrantes sont discriminées à l'emploi, combien de fois les personnes LGBTQ là-dessus? On revient sur les études que Jade Admid a menées en 2017 sur le rapport sur le racisme systémique en région de Montréal, où dans ce rapport-là, elle démontre aussi les problèmes d'accès à l'emploi que vivent les personnes noires LGBTQ. On a le rapport en 2017 toujours, on a le rapport de la Fondation Jasmine Roy qui démontre que les personnes noires LGBTQ ont des problèmes d'accès à l'emploi. Et on a aussi une enquête menée, même aussi récemment, par l'organisme Enchanté. Et moi-même, en fait, aussi, j'ai écrit un guide avec Franco Cuir en Ontario, où j'ai mené une enquête auprès de 36 personnes immigrantes LGBTQ. Et là, ces personnes, dans mes recommandations et dans mon enquête, je démontre, au fait aussi, ces personnes démontrent qu'ils ont les problèmes d'accès à l'emploi. Donc, la question que je pose, c'est que depuis 1986 jusqu'en 2024, pourquoi est-ce que ces personnes ne sont pas toujours, on parle toujours du même problème? Pourquoi est-ce que ces personnes n'ont pas toujours intégré les emplois au fédéral dans différentes organisations? Et qu'est-ce qui bloque, au fait? Qu'est-ce qui bloque? Wow. Qu'est-ce qui bloque? La question, qu'est-ce qui bloque? Ça veut dire que est-ce que le gouvernement en place fait du tokenisme? Il faut comprendre ici que le tokenisme, c'est une forme qui consiste à dire, à prendre des Noirs dans les postes dans des postes pas de décision. Le tokenisme, c'est une manière de, attendez, Le faire valoir, en fait, hein, faire valoir. c'est Puis une pratique à laquelle un groupe ou une ouais. organisation a recours, un organisme a recours afin d'inclure des personnes noires minoritaires dans le but de pouvoir les taguer, d'être inclusives, alors que au fond, ça n'existe pas en fait. Est-ce qu'alors, ou alors, est-ce qu'ils font du pinkwashing?
C'est la question qu'on se pose, au fait. Parce que moi, particulièrement, je prends de mon expérience là et de mes amis qui vivent sur Montréal, des personnes noires, des personnes trans noires, qui ont toujours postulé des postes à des emplois, qui ont des compétences, mais jamais ont été recrutés. Je- Jamais on les a recrutés. Je parle de mon ouais. expérience là. Mais on parle toujours chaque année de l'équité en matière d'emploi, de recruter des personnes compétentes noires. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe en fait. Il y Je a... vais devoir, je vais devoir accélérer parce que notre temps c'est cool, puis OK. je veux vraiment savoir, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être faites aujourd'hui pour améliorer le sort des personnes queer et noires? Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être, peuvent être faites aujourd'hui. Par exemple, euh, les, le gouvernement fédéral, par exemple, et les organisations peuvent recruter des personnes, des chercheurs noirs LGBTQ qui font de la recherche sur ces problématiques-là, travailler ensemble avec les organismes qui travaillent dans ce domaine-là et réfléchir ensemble au fait. Qu'est-ce qui se passe souvent dernièrement lorsque le gouvernement invite autour de la table à faire des réflexions en ce qui concerne les noirs LGBTQ, on invite seulement le milieu communautaire. Et le milieu communautaire, alors qu'il laisse le milieu de la recherche. On n'appelle jamais les chercheurs Mhm. parce que ensemble, le milieu communautaire et le milieu de la recherche, nous sommes importants, mais on doit travailler ensemble, au fait, pour apporter des solutions novatrices et des solutions qui vont permettre un changement. Et aussi, on se retrouve, lorsque moi j'ai assisté à certaines conférences où on parle de ces thématiques-là, on se retrouve souvent avec des personnes qui ont peut-être fait, je ne veux pas les enlever leur travail, mais qui ne sont pas de nos communautés et parfois qui ne maîtrisent pas les véritables enjeux. Qu'est-ce qui bloque au fait? On va devoir s'arrêter là-dessus. Laurent Francis, my God, on va te réinviter. Tu as tellement de choses à dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Laurent Francis est un grand chercheur des communautés queer et noires. Nous, on va faire une courte pause et au retour, nous allons on va parler de Désirer autrement et de la complexité des fleurs. Ce sont deux livres qui sont présentés à la Chronique Livre. Et on va parler d'erreurs de facturation pour vos médicaments à la Chronique aux petits soins. Petite pause de 2 minutes, puis on vous revient tout de suite après. L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Eh bien, de retour donc à cette émission, ce 62e épisode de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. C'est incroyable, hein? 62 épisodes, ça fait longtemps. Dans cette deuxième partie, on va parler de Désirer autrement et de la complexité des fleurs, les deux titres qui sont proposés à la chronique Lire c'est queer avec Brian Saint-Louis. Mais avant, erreur de facturation pour vos médicaments à la chronique aux petits soins. Aux petits soins Attention, code rouge. avec Gengis Grenier. Salut, Gengis! Salut Denis Martin, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va toujours bien. Là, on va parler de médicaments aujourd'hui, de pharmacie. Facturation, Et de assurance privée, assurance publique, remboursement, c'est un peu... c'est un univers qui est quasiment anxiogène quand ma La clientèle... maison. Ouais, oui, ma clientèle m'en parle. Des fois, à chaque début d'année, puis là, ça tombe bien, on est en février, Oui. c'est les renouvellements d'assurance, changement d'emploi Puis pour certains. le fameux 20% qu'il faut payer. Oui, non, mais comment s'y retrouver? Ben, écoute, il faut que je te dise, quand j'ai vu le sujet que tu me proposais, j'ai dit, je vais quand même faire une anecdote. Moi, mon assurance, j'ai une assurance privée avec mon ancien employeur, dont je suis retraité, mais j'ai le droit à cette assurance. Ils ont décidé en avril qu'ils recommençaient à me charger parce que soi-disant pas payer les fameux 20%. Puis comme j'ai le VIH, je peux t'imaginer que ça valait quand même 300$ par mois. Et il a fallu que je me batte avec eux là, pendant longtemps. Mais je me dis, quelqu'un qui n'a pas cette résilience-là, et j'avais les moyens quand même de payer puis de me faire rembourser, ça peut causer des problèmes. Fait que ça m'a vraiment touché ce sujet-là. Écoute, ça fait 10 ans que je travaille un peu, que je travaille en VIH, en santé sexuelle et tout ça. Puis c'est comme un sujet...
C'est comme un peu le show Truman. C'est quelque chose qu'on revit à toutes les années au mois de janvier. Au mois de février, les patients reviennent. Non, comment ça, je dois repayer de l'argent, puis là, j'ai changé d'assurance. Je voulais qu'on remette un peu, peut-être pas les pendules à l'heure, mais essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. C'est pour ça que j'ai invité une collègue, une homologue, une collègue de travail incroyable. Elle s'appelle Isabelle Loulier. Là, elle travaille au Proxime Amin Ben Abdenabi et Emmanuel G. Thibodeau. Est-ce que je me suis trompé sur la prononciation? C'est ça. On l'appelle la pharmacie du village. La pharmacie du village. Isabelle est une pharmacienne quand même assez rayonnante, très appréciée de la clientèle que j'ai en commun avec elle. Puis je pense que c'est une personne assez... que la droiture puis l'exactitude... La rigueur. Oui, pour venir nous démêler un petit peu tout ça, tu sais. Moi, toi, tu dis que tu as des assurances privées, Denis Martin. Oui. Moi, j'ai des assurances publiques. Puis moi, je suis content parce que c'est quand même stable et facile à comprendre. Mais tu vois, Isabelle, on se parlait tantôt, puis elle vient de me rappeler quelque chose. Elle dit, ben non, Gengis, elle dit, c'est 700 $ de plus par année qu'on oublie parce qu'on fait faire les impôts et tout. Ouais. Puis, des fois, on a de la patientèle, la clientèle qui se disent... Isabelle pourra peut-être opiner un peu plus, va pouvoir opiner en détail. Tu sais, la clientèle se dit « Oui, mais ça me coûte moins cher avec la RAMQ, même si j'ai des assurances privées, je vais dire au pharmacien que je suis assuré avec la RAMQ. » C'est pas une bonne idée. Ouais, fait que là, il y a des situations particulières dans lesquelles la clientèle peut se ramasser avec des factures, imagine-toi, 30, 60 000 $. Ben voyons. Ben oui, dis déjà qu'en début d'année, quand c'est le renouvellement des primes annuelles, tu sais, on a des factures qui peuvent s'élever jusqu'à 300-400 $ par mois, quelques mois pour les antirétroviraux. Puis ensuite, quand la prime, il va falloir qu'on démêle tout ce beau vocabulaire-là. La franchise. La franchise annuelle, franchise mensuelle. Elle est atteinte, c'est fini, ils ne payent plus pour le restant Ben, de l'année. Écoute, Isabelle, moi, là, je t'assurais avec la RAMQ. Le fonctionnement, explique-moi un petit peu. Là, comment ça se passe? C'est que si ton employeur ne peut pas t'offrir une assurance privée, tu es obligé de t'inscrire à la RAMQ. L'assurance médicaments, c'est obligatoire. OK. Donc, on fait ça en ligne? On peut les appeler ou on fait ça en ligne, oui. OK, puis c'est combien, ça? Ça coûte environ 700 $ par an, puis c'est prélevé directement sur les impôts. Donc, on ne se rend pas forcément compte, mais on la paye, l'assurance médicaments. Oui, mais moi, je paye un 97 $ de plus par mois. En plus. Donc, la franchise maximum, ce qu'on peut payer avec la RAMQ, c'est 99,65 par mois. OK, fait que là, on parle de 99,65 fois 12, on est à 900 quelques. Plus le 700 $. Ouais. Fait qu'on tape 1600. 2000, je dirais. Ah ouais, littéralement. Et la franchise? Non, elle est incluse. La franchise, c'est 100, ça fait 1200, 1900 par an. C'est ça. Donc, c'est sûr que si on paye en plus des assurances privées avec son employeur, ça revient très cher. C'est extrêmement compliqué. Vous trouvez pas? Ben, un petit peu. Moi, en tout cas, je trouve que c'est cher pour du générique. Oh, c'est le maximum, 99. Après, c'est un pourcentage, donc ça peut être moins cher aussi. La situation dans laquelle je voulais qu'on amène peut-être un peu voyons, un certain avertissement gentil là, envers la clientèle, surtout les utilisateurs d'antirétroviraux. Si, mettons, quelqu'un qui était sur l'assurance maladie a un employeur au privé, change de compagnie d'assurance pour le privé. Ensuite... Et elle nous avise pas, c'est ça? Ouais, ben, quel genre de situation? Moi, ça m'est arrivé 3 fois l'année passée, la clientèle qui arrive, Gengis, monsieur l'infirmier, j'ai un bill de 30 000 $. Tu sais, déjà que les plusieurs centaines de dollars en renouvellement annuel en début d'année, c'est beaucoup. Ouais. Comment qu'on peut se ramasser avec un bill de 30 000 $? Ben, par exemple, on est assuré avec la RAMQ, on trouve un travail, on paye l'assurance privée, mais on oublie de le dire à la pharmacie. Donc, en fait, la pharmacie continue à facturer à la RAMQ. Quand c'est des médicaments pour le VIH, par exemple, ça peut être jusqu'à 1500 $ par mois. Ouais, et ça s'accumule. Et c'est ça. Et tous les mois, en fait, on transmet à la RAMQ une facture, sauf que c'est pas la RAMQ qu'on devrait la transmettre. Et donc, le jour où la RAMQ se rend compte, elle demande de rembourser tous les mois qu'elle a payé pour rien, en fait. Donc là, c'est la personne qui doit faire l'avance, qui doit rembourser la RAMQ, après se retourner vers son assurance privée. Et c'est pas évident parce que ça peut prendre beaucoup de temps, puis... Est-ce que les compagnies d'assurance privée finissent par rembourser? Oui, parce qu'elles sont obligées. Mais sont obligées de la faire. Des fois, il faut leur tordre le bras un peu, par contre. Ça prend des factures, ça peut être long, puis c'est plusieurs milliers de dollars, voire dizaines de milliers de dollars à avancer, quoi. Le patient doit payer ça de sa poche? Il doit payer à la RAMQ d'abord et après se faire rembourser. OK, mais, I mean, je sais pas...
J'ai pas nécessairement des dizaines de milliers de dollars sur le lousse dans mon C'est compte ça. chèque. Après, je sais pas, peut-être que la RAMQ fait des ententes de paiement, puis ça peut Ok. attendre un petit peu, mais c'est toujours très stressant pour les patients parce que. OK. Ou alors, par exemple, ils ont une ordonnance pour une chlamydia ou une gonorrhée, donc c'est des codes K. C'est forcément payé par la RAMQ. Donc nous, on coche RAMQ, parce que des fois, on oublie de décocher et de remettre l'assurance privée, et on facture à la RAMQ. Donc ça aussi, on peut se rendre compte plusieurs mois plus tard que c'est pas la bonne. On n'a pas facturé à la bonne personne. Mais ça se corrige. Puis on s'entend que c'est pas des milliers de dollars non plus. Ben si, il y a le VIH, si. OK. En fait, on coche RAMQ pour payer l'antibiotique Ah. et on oublie de décocher et de remettre l'assurance privée. Ah, il peut y avoir des petites erreurs comme ça aussi Là, des ça serait de la professionnels. faute OK. quand même du pharmacien parce que c'est nous qui n'avons pas remis l'assurance. Juste une petite question, parce que j'ai toujours entendu dire que pour les traitements de la chlamydia et de la gonorrhée, gonorrhée, ou oui. tout ce qu'on Syphilis, appelle... tous les ITSS. C'est payé d'emblée par Tout à le fait, c'est régime d'assurance exactement maladie ça. du Québec, C'est payé à même 100%. même quand on a une assurance privée, Tout c'est à ça? fait. OK. L'assurance privée ne paye pas, c'est la RAMQ qui paye en totalité 100% du traitement. Mhm. C'est pour ça qu'on coche nos RAMQ pour qu'ils payent, Ouais. mais après, des fois, on oublie de décocher. Donc, il faut vraiment Il faut être très s'assurer... vigilant. Oui. Ouais. D'accord. Mais si c'est la pharmacie qui fait l'erreur, qu'est-ce qu'on fait? Malheureusement, il doit payer quand même. Ah mon On ne Dieu. paye pas. mais faut croire que ça se rebalance par ça après. se là. règle avec Ça le se temps, mais règle. c'est très anxiogène Ouais, pour les patients. là, en début d'année comme ça, où ce que, tu sais, j'ai ma clientèle, mettons, qui prennent des antirétroviraux, puis on arrive en début d'année. Là, ils ont toutes des assurances privées différentes. OK? Mhm. Pour ceux qui sont pas assurés avec le régime d'assurance maladie. Il y en a qui commencent en début d'année, puis on dirait que c'est une surprise annuelle pour toute la clientèle, à savoir, là, le pharmacien me demande 400 $ ce mois-ci. C'est ça, c'est Qu'est-ce qu'ils qui se passe? ils oublient en fait, parce qu'ils nous disent je paye pas. Puis après on retourne dans le dossier, si vous avez payé l'année dernière. Ah d'accord, mais juste les gens oublient. Mais comment Avec ça le temps, fonctionne? comment- Tu sais, je vois que pour l'assurance maladie du Québec, tu sais, tantôt on disait qu'il y avait un maximum de 99 et C'est ça. 65. Parce que c'est mensualisé avec la RAMQ et c'est annualisé avec les assurances privées. OK, mais il n'y a pas un maximum par mois avec les assurances privées? Non, un il n'y a pas de ce maximum, qu'on mais il y a va un payer? maximum de franchise, c'est-à-dire que c'est au maximum aussi cher que la RAMQ. Donc la RAMQ, c'est peut-être 1100 $ par an qu'on peut payer. Ben, les 1099, c'est ce qu'on disait Ouais. tantôt. Donc l'assurance privée ne peut pas faire payer plus que ça, Elle ne peut pas faire payer plus que... que la franchise de la RAMQ. OK, mais un client qui est à son premier mois, mettons, je prends Bictarvie, on est au mois de janvier, puis est-ce que mon pharmacien peut me faire payer, je sais pas, ma franchise annuelle en un seul coup, soit 1200 $? Non, parce que c'est un pourcentage. Donc, ça va être maximum peut-être 400 $ pour le mois. 400 $ pour le premier Ouais. mois, on s'entend que c'est pour les 3-4 premiers mois. Exactement. Puis après, ça s'arrête. Après, c'est gratuit le restant de l'année. Exactement. Mettons, là, moi, je suis un client, là, à vous, là, Madame Loulier, là. Moi, je suis un bon patient, là. Ça fait des années que je suis au Proxime du village, là. Est-ce que je peux prendre une entente de paiement avec mon équipe de pharmaciens? Si vraiment vous êtes très mal pris et que vous ne pouvez pas payer, on fera une attente. On va faire comme un 50 $ par mois pour le reste. Ça se fait? C'est rare, ça nous arrive quasiment Mais pour jamais. comme étaler Pour la étaler franchise annuelle sur... Si vous êtes mal pris. Mais il y a aussi des cartes de copaiement qui existent pour les gens qui ne peuvent pas payer. Oui, justement, j'allais poser la question parce que je sais que Gilead, qui fait justement Bictarvie, Mhm. a un programme comme Tout ça. à fait. Mais toutes les compagnies ont un programme. Et en fait, on voit que les gens qui sont qui ont des problèmes humanitaires, on appelle ça, là, qui ne peuvent pas payer. Donc, à visée humanitaire, on donne une carte. C'est le médecin qui donne la carte et qui va payer le restant de la franchise pour que les gens n'aient pas de problèmes financiers pour payer leur traitement. Alors, VIH. pour ceux et celles qui nous entendent, on va répéter, on parle d'une carte de copaiement. copaiement et ça, c'est le médecin qui peut... C'est le médecin qui le donne au patient. alors, Si le demandez patient ça dit à je ne peux votre pas médecin. payer, moi, 400 $ par mois, je ne les ai pas sur mon compte, Ouais. on va donner la carte pour favoriser l'adhésion au traitement. Ça, c'est important. Alors, demandez à votre médecin, s'il vous plaît. Ouais, ce qui est un aide compassionnelle humanitaire là, pour Mhm. les personnes qui sont en instabilité financière. C'est ça. Qui n'ont C'est pas ça les que je moyens de comprends. payer. C'est ça. OK. Pour revenir encore, moi, ça me fait halluciner que la RAMQ puisse envoyer un bill de 30 000 piastres. ça me fait capoter. Le délai, quand tu dis, Isabelle, là, le délai est long pour régler le tout. On Mhm. parle de combien de temps à peu près? Bon, peut-être 2-3 mois. 2-3 mois pour régler Le problème d'assurance. le problème etc. d'assurance. Ouais. Moi, je peux pas dire, OK, voici le bill de 30 000 $ à mes assurances privées, organisez-vous avec la Non, RAMQ. il faut que ça passe par le Le, patient. le client devient son
Il est responsable. Ouais, Ouais, l'intermédiaire. Il c'est doit ça. comme assumer la communication. C'est ça, je C'est ça. comprends. C'est lui qui doit OK. Je lisais régler aussi ça. une chose qui m'avait étonné, parce que même moi, j'ai déjà fait l'erreur une fois de pas avoir avisé OK. que je changeais d'assurance. Moi, c'était des assurances privées vers la RAMQ, où ce que j'avais perdu mes assurances privées. OK. Puis on avait continué à biller à mes assurances privées. Puis Ils maintenant, t'ont ça a demandé de comme te bloqué. rembourser. Ouais, ils ont Ouais. demandé de me rembourser, mais eux autres, j'ai comme l'impression qu'ils s'en rendent compte plus rapidement. Ça se peut. Oui, c'est possible. Wow. Fait que faut vraiment être vigilant. C'est Faut ça. aviser Il faut le toujours regarder ses pharmacien. factures. Ouais. C'est très important. Puis de bien aviser son ou sa pharmacienne ou son pharmacien lorsqu'il y a des... Lorsqu'il y a un changement d'assurance, puis se désinscrire et de s'inscrire à la RAMQ Oui. quand c'est le Ça temps. prend 24 heures, s'inscrire à la RAMQ. Et c'est ça, c'est vraiment important de le faire. Et important de se désinscrire aussi parce qu'on paye en double. On paye sur son Sur son chèque de paye, chèque de paye plus Des sur ses impôts. mensualités. Donc ça fait vraiment cher à la fin de l'année. ça fait vraiment cher. Ah mon Dieu. Ben, je vous remercie tous les deux d'avoir été là. Mais merci à toi, Merci Denis pour Martin. l'invitation. Alors, merci donc à Isabelle Loulier, qui est pharmacienne, et merci à Gengis Grenier, plaisir. notre infirmier qu'on adore, On se revoit dans un mois. dans un mois. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Silence s'il vous plaît dans la bibliothèque. Lire, c'est queer avec Brian Saint-Louis. Allô, Brian, qu'on rejoint à Québec. Comment vas-tu? Bonjour Denis Martin, ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Alors, on va parler de deux titres aujourd'hui qui sont pas nécessairement reliés, là, mais qui sont intéressants. Commençons donc par Désirer autrement. Oui, ben c'est ça, deux livres aujourd'hui très différents, un roman, un essai, puis deux livres qui nous amènent complètement ailleurs. Non, il n'y a pas de lien. Désirer autrement, c'est un livre, un essai du psychanalyste et sexothérapeute français Alain Héril, qui a décidé de se pencher sur la sexualité ou les sexualités. Oui, c'est ce qu'on va On apprendre dit dans les... asexualité, c'est ça, là? Quelqu'un qui est asexuel, Oui. ben là, il y a différentes formes d'asexualité. C'est Oh, ça qu'on va apprendre OK. dans ce Ouais. livre-là. La sexualité, ben, c'est une des lettres qu'on retrouve dans notre grand sigle LGBTQIA+. Le A, c'est pour asexualité. Moi, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus de sexualité en général. On retrouve ça dans des séries, dans des livres. Ceux qui étaient avec nous le mois passé, je vous avais parlé de Heartstopper 5, la nouvelle bande dessinée qui venait de sortir. Je vais t'interrompre. J'ai reçu un exemplaire du livre. Je pense qu'ils ont écouté et j'ai reçu un cadeau des éditions Urtubise. J'ai trouvé ça très, très gentil. Puis je vais le souligner parce que j'ai l'impression qu'ils doivent nous écouter. Alors je voulais le souligner, là, de les remercier pour ça. Bon, ben, il va être content qu'on reglisse un petit mot sur eux. Il y avait un personnage qui faisait son coming out asexuel dans ce livre-là, justement. Et c'est pas le même personnage que dans la série télé, donc raison de plus de s'adonner aussi à la lecture de la bande dessinée. Voilà. Mais en dehors de la fiction, j'ai l'impression qu'on en parle un peu. Moi, j'ai déjà eu des conversations avec des amis au sujet de la sexualité. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est encore tabou, compliqué. Il y a beaucoup de gens qui, on dirait, comprennent pas encore que la sexualité, ça puisse exister, qu'une personne vraiment puisse vivre sans sexualité. On sent que ça dérange les gens quand même. Oui, oui. Mais moi, c'est toujours, à chaque fois que j'en ai entendu parler, ce n'est pas de la part de ces personnes-là. J'en connais très peu, mais c'est toujours à la blague, en se moquant de ces personnes. Un peu comme dans mon temps, on se moquait aussi des personnes bisexuelles. On disait, ben, elles n'ont pas pris leur décision. Puis, personne sexuelle, ben là, c'est parce qu'elle n'a pas rencontré la bonne personne. Tu comprends qu'on en entend des vertes et des pas mûres là-dessus. Ben, c'est ça. On est dans une société qui est très sexualisée. Ça prend beaucoup de place dans nos vies, dans nos relations, ainsi de suite. Donc, et lui-même, Alain Héril, l'auteur de ce livre-là, s'est rendu compte que il n'y avait peut-être pas la bonne perception de ce que c'était la sexualité. Lui, il est psychanalyste, comme je disais, sexologue. Et dans son bureau, quand les gens arrivaient en disant ben, je suis en panne de désir, je n'ai pas de désir, c'est toujours vu comme un problème. Donc, lui, c'est toujours ben, quel est le traumatisme qui vous est arrivé? Les couples arrivent et disent on a des problèmes avec notre sexualité. C'est ben, comment on va régler ce problème-là pour que vous ayez une sexualité, entre guillemets, normale et que tout soit réglé. Mais là, il s'est rendu compte, en faisant des recherches, en rencontrant des gens,
en replaçant la sexualité dans des contextes socio-historiques un peu, de voir que ça existe et qu'il y a des gens pour qui ce n'est pas un problème. Donc, c'est pas quelque chose à régler, la sexualité, vraiment. Et là, on apprend, c'est ça qu'il y a différentes sortes d'asexualité. Il y a des asexualités qui sont temporaires, il y en a qui sont permanentes. Il y a des choses que c'est la fatigue, le stress, les enfants, le manque de désir dans un couple, ça peut arriver. Il y a des raisons religieuses. Il y a des gens qui vont avoir l'absence complète de désir. Il y a des gens qui vont avoir l'absence de désir sexuel, mais qui vont quand même vouloir avoir de l'amour, de la tendresse, des relations. Et là, on voit que toutes ces dimensions-là, ça peut s'éclater de plein de façons et qu'il y a toujours toutes sortes de situations qui peuvent arriver, comme dans un couple, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait quand une personne est asexuelle que l'autre ne l'est pas? On tombe pas toujours sur une autre personne qui est complètement asexuelle comme nous, par exemple, qui a les mêmes désirs, les mêmes envies. Ça devient compliqué. On parle des personnes LGBTQ aussi dans ce livre-là, des homosexuels qui ont l'impression qu'ils doivent avoir une sexualité complètement débridée parce que c'est ça qu'ils voient, c'est ça le modèle qu'on leur montre. Et là, se sentent rejetés par leur communauté parce qu'eux sont un peu moins sexuels. Vous parliez au début de l'émission du mois de l'histoire des personnes noires. Eux aussi sont confrontés souvent, les personnes noires asexuelles, à des clichés, des comportements qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir. Donc, ça a des impacts vraiment pour eux qui sont difficiles. C'est un livre qui est basé vraiment sur beaucoup d'entrevues, beaucoup de rencontres. Il a découvert une communauté excessivement dynamique, beaucoup présente sur Internet, dans des forums. Il y a des gens qui se questionnent sur leur non-sexualité, qui apprennent à discuter de ça entre eux, qui apprennent à prendre leur place, qui montrent qu'ils existent. Donc, ça devient quelque chose de très intéressant dans ce livre-là. Vraiment, là, on fait éclater le prisme de la sexualité, puis on voit toutes les nuances que ça peut avoir. C'est intéressant. Parfois, je trouve qu'il pousse un peu loin parce que je mentionnais, tu sais, il y a des phases, il y a la sexualité permanente, non permanente, il y a toutes sortes de façons de le vivre et de le comprendre pour les personnes. Et là, on a droit à une pléiade de nouveaux mots, encore une fois. La cupiosexualité, l'aquasexualité, les asflux, l'apoticosexualité. Mais moi, je trouve que des fois, on cherche toujours peut-être des fois trop à mettre des mots sur des choses qui pourraient être plus simples. Mais bon, qui suis-je pour ostiner quelqu'un qui est psychanalyste et sexologue depuis 30 ans? C'est juste que parfois, je trouve que ça pourrait être plus simple que de toujours chercher à s'identifier dans vraiment sa petite bulle. Mais bon, ça fait réfléchir. Ça montre à quel point ça peut être diversifié. On en parle assez peu, comme je le disais en début, de toutes ces asexualités-là. Donc, c'est le fun de les comprendre et de voir à quel point ça peut se décliner de toutes sortes de façons. Un livre très accessible, là. C'est écrit de manière très agréable. Donc, ça nous fait voyager dans ce monde-là qu'on connaît assez peu quand même, là. Les asexualités. C'est publié chez Le Duc Société. Donc, je suis juste, je n'étais pas certain, c'est un livre qui a été publié en France ou qui a été publié au Québec? Parce que je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas vu, oui. L'auteur est français, mais c'est distribué aussi au Québec, donc on peut le trouver ici. Mais oui, un petit ouvrage donc, sur ce sujet-là. Petite maison d'édition, mais il est disponible ici au Québec également, donc on peut le trouver là, pour les personnes que ça peut intéresser. Justement, il y a peu de littérature sur les personnes asexuelles de ce que j'ai vu, donc intéressant à glisser entre les mains de ceux que ça pourrait intéresser. Alors, parlons de ce deuxième titre que tu nous proposes, La complexité des fjords de Victor Bégin. Je vous amène complètement ailleurs, cette fois-ci dans le roman. Février, il fait froid dehors, on a le goût de retourner en voyage bientôt, de partir en vacances. Victor Bégin, c'est son premier roman, c'est pas son premier livre. L'an dernier, je vous avais parlé des Garçons interludes, qui est une espèce de recueil de fragments de textes que j'avais bien aimé, qui était très intéressant. Il y avait une belle sensibilité. On retrouve cette sensibilité-là dans ce premier roman de Victor Bégin, qui est publié chez Tête Première. Les Garçons interludes, c'était chez Hamac, donc maison d'édition différente. On va suivre le personnage de Jude qui décide de partir en Islande pour faire un voyage. C'est un pays qui le fascine, on le sent tout de suite en partant, là, la musique, la culture islandaise, ça l'intéresse beaucoup. Il y va seul pour une semaine. Il laisse derrière lui son ami Jacob, qui est resté à Magog. C'est son grand ami. On sent qu'il prend beaucoup de place dans sa vie. Il appelle toujours son ami tout le long, mais on sent qu'il n'y a peut-être pas aussi clair qu'on le pense entre les deux. Là. Il y a quand même une certaine tension de compréhension. Mais là, on sent que Jude il est prêt quand même à
partir à l'aventure, vivre sa semaine avec lui, se laisser un peu au hasard des rencontres. Là, il arrive en Islande avec une certaine naïveté et assez peu de préparation, je dois dire. On ne sait pas exactement où il va coucher, qu'est-ce qu'il va faire. Il est prêt à se laisser aller au gré des rencontres. Et c'est exactement ça qu'il va faire tout le long du livre, donc tout au long de sa semaine. Il va croiser des baristas dans des cafés qui vont lui proposer d'aller ici et là, d'aller découvrir des choses. Il va faire du pouce, tomber sur Alslung, qui va l'amener passer quelques jours dans l'hôtel de sa famille. Il va rencontrer là-bas son frère Asgir. On s'amuse bien sûr toujours avec la prononciation des noms islandais. Après ça, il va partir vers le nord, rencontrer d'autres personnes qui vont l'emmener voir un concert sur des champs de lave refroidis. Il va après ça repartir en auto avec une artiste performeuse qui va lui faire découvrir d'autres coins de pays. Il y a vraiment une belle sensibilité dans le livre, une belle ambiance. On se sent dans le voyage, on se sent dans cette espèce de mood quand on est en vacances où on rencontre des gens avec qui on vit des moments super intenses tout en sachant qu'on ne les reverra pas. Donc, on se fait des confidences, on lâche des grandes affaires et puis on sait que ces personnes-là, on ne les reverra pas. On vit des grands moments d'amitié, mais ça disparaît. Avec les filles, c'est beaucoup de moments d'amitié. Quand tu vas rencontrer des garçons, parfois ça va aller un petit peu plus loin. Mais sans que ce soit vraiment comme axé sur le côté aventure sans lendemain, on n'est pas vraiment dans le descriptif, on parle plus des corps, mais c'est plus des moments de rencontre qu'il a avec ces personnes-là. Donc, ça reste intéressant comme rencontre, qu'est-ce qu'ils vivent. On ne sait pas exactement c'est quoi la quête qu'il a, Jude, en allant en Islande. On ne comprend pas trop le lien avec Jacob. On sait qu'il a besoin de bouger. On sait qu'il y a des questions peut-être en suspens, mais là, il voyage, il se laisse un peu aller au gré de ses rencontres, il visite le pays. Donc, ça reste une super belle carte postale de l'Islande. On sent que Victor Bégin a un réel amour pour ce pays-là aussi, que ça l'intéresse beaucoup. Il y a énormément de descriptions de paysages, de descriptions d'ambiance. On parle beaucoup de culture, de musique. On va nommer des noms de chanteurs, des choses comme ça. Mais est-ce que le personnage de Jude va rapporter plus de souvenirs que de grandes réponses à ces questions? Ben, on ne sait pas trop. Il nous parle aussi beaucoup du diamant qu'il traîne avec lui en vacances. Son diamant, c'est ça, c'est le passage plus poétique du livre. C'est comme un peu son âme ou son cœur, on ne sait pas trop, quelque chose qui vit à l'intérieur de lui, un diamant à polir peut-être au gré de ses rencontres. C'est le moment un peu plus poétique quand même. Mais donc, c'est ça, un moment quand même de sensibilité, de voyage. Ça nous donne le goût de voyager, de découvrir ce pays-là. Une belle sensibilité. Ce n'est pas un roman transcendant avec une histoire incroyable, mais des beaux moments, des belles rencontres et une belle sensibilité. On a mis sa plume à Victor Végin dans ce roman-là. Donc, je suis convaincu que tu as aimé. Oui, j'ai quand même aimé, c'est ça, ça nous fait voyager ces romans-là. Puis on retrouve nos propres souvenirs de voyage, on découvre un peu comment ça s'est passé. Il rend bien ce moment de vacances où on se lie avec des personnes. Ça, c'est le meilleur bout du livre, vraiment, où il y a des grands moments de rencontre, et puis on sait que ces personnes-là, on ne les reverra pas, notamment avec Asgir, qui est le frère de la fille qui lui fait un lift. Ils vont vivre quelque chose d'un peu plus poussé en quelques jours à peine, mais c'est ça, on sent que ça va passer, puis il rend bien cette espèce de naïveté-là des rencontres qu'on fait en voyage. Donc, très intéressant. Donc, le titre, c'est La complexité des fjords. C'est La complexité des fjords, oui. Parce que nous, ici, au Québec, on en a juste un fjord, alors qu'en Islande, ils en ont tellement. Voilà. Et c'est publié chez Tête Première. Ben, merci beaucoup, Brian Saint-Louis, qu'on retrouve une fois par mois pour parler de littérature queer. Parlant de ça, je vais me permettre, j'ai un petit peu de temps, je vais me permettre une petite promo pour moi-même, mais en fait pour plein d'autres artistes. Il y a un marché queer ce week-end si vous êtes à Montréal. C'est au Centre communautaire LGBTQ+, de Montréal, 2075 rue Plessis. C'est samedi de 10h, de 14h à 21h. Alors moi, je serai là pour dédicacer des exemplaires de mes livres. Pour ceux qui leur tentent de me rencontrer, c'est le moment de le faire. Donc, rencontrer la personne qui anime cette émission, L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Brian Saint-Louis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on se parle la semaine prochaine. Merci, bye. Bye-bye. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com.
c'est heure-ciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. Et on peut aussi nous suivre, me suivre sur LinkedIn. On se rend compte que ce réseau social prend de plus en plus d'ampleur avec le boycott de Meta, donc Facebook et Instagram, des sources d'informations crédibles canadiennes. Alors, on peut nous retrouver sur LinkedIn. Vous faites mon nom, vous allez me trouver, puis vous pouvez me suivre là-dessus aussi. Ça va vous donner l'occasion de voir ce qui est proposé à l'émission et puis peut-être même d'envoyer des commentaires parce que c'est une bonne façon de se communiquer. Alors, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 62 en ce 5 février 2024. Merci à Maurice Bolduc à la mise en onde, merci à Marie Massé et Godéric Trobe à la recherche, et merci à toute l'équipe de Canal M qui permet la diffusion de cette émission et cette balado qui nous permet de nous informer pour nos communautés queer. C'est Denis Martin Chabot au micro, de retour la semaine prochaine.